Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une nouvelle édition. Bienvenue. Installation des membres de la Haute Cour du Conseil de réconciliation et l'unité nationale. 21 membres ont officiellement pris fonction ce mardi. Mise en accusation de Yacouba Isaac Zida pour cette affaire de deal de parcelles à la Sonature, c'est le souhait d'Aruna Diko. Et pour un accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le quartier Taptenga à Ouagadougou, des parlementaires ont visité de visu les réalités des habitants. 21 membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont été installés dans leurs nouvelles fonctions ce matin par le président du Faso. Selon Benoît Kambou, le président de cette institution, leur mission se résume à traiter un passé douloureux pour en faire un avenir fraternel. Ibrahim Zongo. Plus que 6 semaines avant le début effectif de la 19e édition de la Journée nationale du paysan JNP, qui se tiendra les 28, 29 et 30 avril prochains dans la ville de Tenkodogo. Cette année, les participants à la JNP devront axer leurs activités autour du thème « Agriculture et lutte contre le chômage », développer et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvopastoral, halieutique et phonique pour l'insertion socio-économique des jeunes. Ce 21 mars, c'est le comité qui aura à charge l'organisation de l'édition 2016 qui a été installée, une édition aux grandes innovations. Vous verrez que les structures issues du monde paysan sont fortement représentées, sont fortement impliquées. L'autre élément, c'est qu'au niveau de la journée même qui se tiendra à Tenkodogo du 28 au 30 avril, vous verrez que les débats sont largement accordés à ce monde paysan-là. Vous verrez également qu'il est prévu des visites terrain, ce qui n'existait pas dans les années antérieures. De quoi donc satisfaire une confédération paysanne qui y voit un aboutissement glorieux d'une longue lutte. La requête que nous avons faite depuis de longues années est en voie d'être résolue, puisque cette année, toutes les commissions sont présidées par des paysans. Il est temps de responsabiliser les acteurs de terrain pour qu'ils se prennent en charge pour organiser leur journée. Concrètement, nous sommes en voie de réussir cette passe-là pour que le monde paysan puisse être représentatif lors de sa journée. Même si une victoire est acquise, il faudra montrer aux yeux du monde que la revendication s'est faite sur une base solide, chose dont est conscient Bassia Kadaou. Si nous avons réclamé l'organisation de la Journée nationale du paysan, c'est que nous sommes suffisamment préparés et qu'en conséquence, les défis qui vont se poser sur le chemin, nous serons en mesure de les lever et de trouver des solutions. Il faut noter que ce comité est composé des représentants de 15 départements ministériels repartis dans 13 commissions, subdivisées en sous-commissions qui seront mises en place. La présidence du comité est assurée par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, secondé par un coordonnateur qui est un de ses conseillers techniques. Vous venez plutôt de suivre l'installation du comité d'organisation de la 19e édition des Journées nationales du paysan. Et je le disais en début de journal, 21 membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ont été installés dans leurs nouvelles fonctions ce mardi par le président du Faso. Une cérémonie suivie par notre reporter Ibrahim Zongo. Sur ce, je vous déclare installé dans vos fonctions et vous souhaite beaucoup de réussite. Je vous remercie. Et voici les 21 membres du HCRON, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, officiellement installés dans leurs fonctions par le président du Faso. L'équipe que conduit Benoît Kambou doit s'évertuer à répondre au bout de son mandat de 5 ans au triptyque vérité, justice et réconciliation. Et sur ce point, le président du Faso y tient bon. J'ai personnellement montré durant la campagne présidentielle et après mon investiture ma détermination à consolider les fondements de la justice, de la paix, du progrès et de la prospérité pour le bonheur des fils et des filles de Burkina Faso. L'instrument par excellence pour assurer cette mission est le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, dont la cérémonie d'installation officielle des membres nous rassemble dans cette salle. 5 525 dossiers de crimes de sang et crimes économiques recensés de 1960 à 2015 attendent cette commission qui vient d'entamer par cette installation même son travail. Aussi, le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, les a invités à s'y investir pour répondre à la volonté du peuple. Aussi voudrais-je inviter le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale
à s'approprier les précieuses conclusions du Collège des sages ainsi que celles de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Ces deux instances, faut-il le rappeler, ont fait un diagnostic sans ambiguïté des sujets, des sources de fractures et des crises qui minent le secteur socio-économique et politique de notre pays. Toute chose que la nouvelle équipe dit être bien au parfum. La mission du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pourrait se résumer en ces mots. Et je cite, « Traiter un passé douloureux pour en faire un présent fraternel ». Fin de citation. Rochma Christian Kaboré a également émis son vœu de voir à l'issue de ce processus cette transgression éradiquée de notre patrie, le Faso, afin que désormais bourreaux et victimes s'asseyent sous le même baobab pour construire le Faso. Installés pour un mandat de 5 ans, ce sont plus de 5000 dossiers de crimes de sang, crimes économiques qui attendent cette nouvelle équipe. Avant de s'attaquer à toutes ces affaires, les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale seront formés à la justice transitionnelle. Ibrahim Zongo, au reportage. C'est parti pour 5 ans de travail autour du triptyque Vérité, Justice, Réconciliation. 5 années pour apaiser les cœurs meurtris depuis 1960 à 2015. Cette tâche est dévolue au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN. 21 membres issus de plusieurs couches de la société pour tenter de reconstruire l'entente entre opprimés et bourreaux. Disons que nous n'avons pas encore ouvert les cantines, sinon nous savons que nous avons 5000 dossiers. C'est généralement des dossiers qui ont été constitués sur la base des témoignages des victimes. C'est des anciens dossiers dont certains sont prescrits et d'autres sont pendants devant les juridictions. C'est ce type de dossier qui nous est soumis et quand on ouvrira les caisses, on verra le contenu et on s'y attellera pour donner des réponses convenables. Une instance de justice transitionnelle parallèle à celle constitutionnelle, imposant donc une formation de ses membres pour les mettre au même niveau de compréhension de la mission à eux confiée. Et donc il faut procéder à une formation des membres sur la justice transitionnelle qui n'est pas la justice ordinaire mais qui sur certains points ressemble à la justice ordinaire dans la mesure où il s'agit de dire le droit, mais la justice transitionnelle va au-delà en recherchant la vérité sur les crimes et les exactions commises par le passé. À cet effet, 2 commissions ont été déjà mises en place par le HCRUN. Nous avons 2 commissions à cet effet, une commission qui est chargée de l'étude et une commission qui est chargée de l'indemnisation et de la réhabilitation. Alors une fois que toutes les commissions les membres des commissions seront bien outillés, bien armés, alors ils pourront conséquemment étudier les dossiers qui sont en instance. Rappelons que le HCRUN n'a pas pour mission de juger, mais de réparer des torts survenus à la suite d'un jugement ou non, ou de demander la reprise d'un dossier prescrit afin que lumière soit faite. Parlons à présent de cette affaire de deal de parcelles à la Sonature. Le citoyen burkinabé Harouna Diko demande aux députés de procéder à la mise en accusation de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il lui reproche d'avoir commis des actes de forfait dans la gestion des parcelles. Pour l'ancien président du RPN, il faut que justice soit rendue. Philippe Ada nous en dit plus. C'est en considération des articles 73, 76 et 139 de la Constitution que Harouna Diko, se présentant comme citoyen burkinabé, appelle dans cette demande les députés de l'Assemblée nationale à procéder à la mise en accusation de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida pour acte de forfaiture dans la gestion des parcelles de la Sonature. On est en face d'une prévarication, donc il faut bien qu'il y ait justice, parce que lui-même en tant que Premier ministre, il avait déjà fait arrêter des maires pour de la gestion des parcelles. Aujourd'hui, il y a une gestion des parcelles qui le concerne, qui répond devant les juges. L'ex-président du défunt RPN dit suivre la procédure normale de mise en accusation de Zida, étant attendu que la justice n'est pas encore aux trousses du général. Ah oui, il ne peut pas être inquiété par la justice tant que les députés ne le mettent pas en accusation, parce qu'il est un ancien membre du gouvernement. Donc c'est à l'occasion de l'exercice de sa fonction de Premier ministre qu'il a fait
cette forfaiture. Donc il appartient aujourd'hui aux députés de le mettre en accusation. Et comme là, je vois les OSC qui le soutenaient, ils ne parlent plus. Donc, or, ils étaient là comme des sentinelles. La polémique autour de la personne des IDA perdure et Diko, quant à lui, refuse qu'on parle d'acharnement contre l'ex numéro 2 du RSP. Où est l'acharnement? Vous, messieurs les journalistes, est-ce que je me suis acharné contre vous? Si vous faites quelque chose de mauvais, je vais le dire. Si vous faites quelque chose de bien, je vais vous féliciter. Mais dans ce cas précis, depuis la prise de fonction, l'autoproclamation du lieutenant-colonel Zida, le 3 novembre, 3 jours après son autoproclamation, j'ai agi. Parce que moi, je suis un démocrate et un légaliste. Arona Diko dit avoir accompli son devoir de veille par la présente. Le reste revient aux élus de la nation de voter la mise en accusation dans de plus brefs délais. Autre information, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars, les parlementaires du réseau pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement étaient dans le quartier Taptenga. Lors de cette visite, ils ont pu constater de visu les difficultés que rencontrent les populations pour avoir de l'eau. Et malgré cela, ces habitants de Taptenga bénéficient quand même d'eau potable. Cheikh Omar Bandaogo. Des députés de l'Assemblée nationale burkinabé dans un quartier non loti de la ville de Ouagadougou. Nous sommes à Taptenga et à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars, les députés du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement REFABF ont voulu toucher du doigt les réalités des populations de cette zone en matière d'accessibilité à l'eau potable. Une population aussi très importante qui représente environ, pour le compte de la ville de Ouagadougou, environ 21% de la population qui vit, qui n'ont vraiment pas accès à l'eau. On ne parle même pas de la potabilité même de l'eau. Ils ont des problèmes même pour avoir la disponibilité même de l'eau. Les services d'eau posent problème. Des difficultés confirmées par les populations de la zone non lotie qui sont quand même desservies en eau. Surtout les coupures, surtout les week-ends, samedi, dimanche, on n'a pas accès à l'eau. Surtout 2 fois les dimanches même, ça coupe totalement. Samedi, dimanche, là, ça coupe totalement. S'il faut avoir l'eau, c'est pas à 4 heures du matin. Dans cette zone, les populations bénéficient de l'eau par le biais du Bureau d'études et de recherche appliquées BERA qui y prolonge le réseau de l'ONEA. L'ONEA, informé des difficultés, rassure. Nous confirmons, nous disons à la population d'accepter les désagréments qu'ils vont subir cette année. L'État fait quelque chose pour atténuer ces désagréments, mais de façon définitive, l'État a acquis les financements requis pour que Zigado se réalise. Partenaire du réseau des parlementaires, l'ONG WaterAid contribue elle aussi à juguler le problème d'eau dans les zones concernées. Dans des périodes difficiles comme celle-ci, donc dans des périodes caniculaires, nous travaillons aussi à voir donc avec les communes avec qui nous sommes partenaires les besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir, les difficultés qu'ils peuvent traverser, et nous pouvons avoir également certaines actions spécifiques en lien avec la période que nous traversons actuellement de pénurie. Un véritable réseau hydraulique a été mis en place dans cette zone avec 31 bonnes fontaines et des raccordements dans les domiciles effectués par le BERA au prix de celui de l'ONEA. En plus de l'eau, les populations de Taptenga bénéficient de latrines conventionnelles. Les acteurs du monde agricole tiennent depuis ce matin une session du cadre sectoriel de dialogue de développement rural, sécurité alimentaire et environnement. Ces travaux vont aboutir à l'adoption du rapport d'évaluation 2011-2015 de la SCAD. Le reportage est signé Philippe Ada. Cette session du cadre sectoriel de dialogue, sécurité alimentaire et environnement, tenue ce 22 mars, permettra aux acteurs du monde agricole et leurs partenaires techniques et financiers d'examiner et d'adopter le rapport d'évaluation 2011-2015 de la SCAD sur le développement rural, la sécurité alimentaire et l'environnement. Le rapport qui sera examiné est un rapport qui a été construit sur les travaux qui ont été faits au cours de l'année 2015. Et à travers ces travaux, nous avons vu qu'il y a un certain développement qui a été constaté, quand bien même la saison n'a pas été une saison qui nous permettait d'espérer beaucoup.
il y a eu quand même des résultats. Quand bien même il y a eu des perturbations politiques, il y a eu des résultats. Et cela nous réjouit, puisque à travers ce que les travaux, les résultats de 2015, on peut encore bâtir notre PNSR 2 qui est en construction et aussi le PNDS qui est en construction, qui sera le document de politique générale pour notre pays. Les résultats dont fait cas le rapport sont visibles dans l'agriculture, malgré les déficits pluviométriques que le pays a toujours connus. Et nous avons aussi des résultats dans tout le domaine de l'agriculture grand A, aussi bien au niveau des ressources animales, au niveau de l'environnement. Et ce faisant, nous sommes satisfaits de pouvoir continuer à affiner nos politiques et à encourager nos producteurs à aller dans le sens d'accroître la production et la productivité de notre pays. Et à terme, le rapport servira de manuel de travail pour les gouvernants dans l'élaboration des politiques en matière agricole et environnementale. Poursuivons en sport, éliminatoire Cannes 2017. Le 26 mars prochain, les étalons seront face à l'Ouganda pour le match aller. La liste des 25 joueurs retenus a été présentée ce matin par le sélectionneur Paolo Duarte. Et parmi ce commando figurent 3 joueurs du championnat national. On retiendra également l'absence de Mohamed Kofi, Hassan Nakro y était. Le sélectionneur des étalons Paolo Duarte a publié une liste de 25 joueurs pour affronter l'Ouganda lors de la double confrontation prévue en aller le 26 mars à Ouagadougou et le retour le 29 mars 2016 à Kampala. 3 joueurs du championnat local que sont Yacouba Mando de Kozav, Cyril Pan de l'USFA et Yacouba Koulibaly du Racing Club du Bobo de Lasso ont été convoqués. Dans les buts, Paolo Duarte a fait appel au jeune joueur Hervé Kwaku Kofi, qui sera aux côtés des habitués que sont Abdoulaye Soulama et Daouda Diakité. Bakary Sarré de Guimaraes au Portugal, courtisé depuis longtemps et qui semblait avoir fait le choix de la Côte d'Ivoire, est sur la liste. Abdourazak Traoré a signé son retour, lui qui n'a plus rejoint la sélection depuis le retour de la CAN 2015. Bakary Koné de Diba Al-Foujara bénéficie également de la confiance de Paolo Duarte. Longtemps blessé, Jonathan Zongo sera de la double confrontation contre l'Ouganda. Issago, joueur sans club, est sur la liste de Paolo Duarte. Cyril Bayala, ancien joueur de l'USFA et aujourd'hui dans le championnat égyptien, honore sa première convocation avec les étalons de Burkina. Tandis que Mohamed Kofi, qui fait partie des joueurs en forme, n'est pas retenu, chose qu'il a eu du mal à digérer et a même réagi sur une chaîne de télévision en ces termes. J'ai été surpris comme vous, je suis l'un des anciens du groupe, ça peut se faire, mais on pouvait quand même parler, je pense, pas comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a un souci avec moi, mais moi, entraîneur comme joueur, j'ai aucun souci avec qui que ce soit. J'ai toujours donné tout ce qui est en moi pour le pays. Je suis là dans mon club, je m'entraîne et joue régulièrement. Je souhaite de tout cœur bonne chance aux jeunes, on va dire c'est le football. Des propos qui traduisent la déception de l'international burkinabé. Municipale 2016, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL relève que les dépôts de dossiers qui se sont achevés le 13 mars s'est bien passé. Toutefois, elle souligne le fait que ces dossiers de candidature ont suscité des grognes dans certaines localités. Et dans un communiqué, la CODEL dit attendre la publication des listes provisoires qui situera davantage sur le taux des candidatures féminines et des groupements d'indépendants. Parlons à présent d'un autre scrutin qui s'est déroulé au Bénin. Patrice Talon présidera aux destinées du Bénin pour les 5 prochaines années. L'élection est saluée par les autorités béninoises résidant au Burkina Faso. Le consul du Bénin, qui qualifie ce scrutin d'exemplaire, invite ses compatriotes à s'unir pour bâtir un Bénin nouveau. Samba Kassile Traoré. Les élections présidentielles au Bénin ont vu la victoire de Patrice Talon, élu au second tour avec 65,39% des voix, face à Lionel Zinsou. Au Burkina Faso, la communauté béninoise salue la bonne tenue de ces élections au Bénin. Je dirais que vraiment le Bénin demeure l'exemple démocratique, je dirais pour l'Afrique parce que c'est exemplaire.
Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'injures, il n'y a rien eu. Et nous ici au Burkina aussi, ça s'est très bien passé dans le calme. Et c'est ce qu'on souhaiterait pour toute l'Afrique à l'avenir. La consul du Bénin au Burkina souhaite que la victoire de Patrice Talon soit acceptée par tous les Béninois. La victoire de M. Talon, c'est la victoire du Bénin. Ce n'est pas la victoire de Pierre ou de Paul. La victoire de l'échec de Zinsou, c'est un essai. Il a fait un essai. Tout le monde ne peut pas réussir. C'est pas tout le monde. Quand il y a des élections, il faut qu'il y ait un gagnant et puis un perdant. Bâtir un nouveau Bénin et réconcilier tous les Béninois sont entre autres les attentes de la consul vis-à-vis du nouveau président. Je souhaiterais qu'ils prennent les Béninois sur les mêmes pieds d'égalité. Pierre n'a pas voté pour moi, Paul a voté pour moi. C'est pour le Bénin qu'il doit travailler. Je souhaite qu'il travaille pour le Bénin. Il en est temps. Nous sommes du sud, nous sommes du nord, nous sommes de gauche, qu'ils bannissent tout ça et qu'ils se mettent au niveau, au-dessus même de l'habitude des gens qui donnent l'exemple. Qui donnent l'exemple, c'est ce que nous attendons de lui, qui construisent le Bénin. Pour le second tour, Lionel Zinsou a eu le soutien de 3 principaux partis du pays. Quant à Patrice Talon, il a obtenu le ralliement de plus d'une vingtaine de candidats malheureux du premier tour, ce qui a sans doute facilité sa victoire. Les Congolais sont dans l'attente de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 mars. Les États-Unis disent être préoccupés de nombreux rapports d'irrégularité qui entachent la crédibilité du scrutin. Même son de cloche à Paris, le Quai d'Orsay a rappelé que le scrutin s'est déroulé dans un contexte préoccupant. La France a aussi souligné son attachement à la transparence et à l'équité du processus électoral à toutes les étapes. Au Sénégal, la réforme constitutionnelle soumise à référendum a obtenu plus de 62% en faveur du oui. Le taux de participation reste relativement bas, il est de 40%. Ces tendances ont été communiquées ce mardi par le président, le ministre sénégalais de l'Intérieur. Les résultats officiels sont attendus pour demain, mercredi. Autre actualité, Bamako, la capitale malienne, a été le théâtre de nouvelles attaques terroristes. Un groupe d'assaillants armés a attaqué hier l'hôtel Nord-Sud où séjournait une mission militaire de formation de l'Union européenne. C'est la 3e fois que Bamako est la cible d'attaques terroristes. Et rappelez-vous cette attaque de Radisson Blu en novembre 2015. Suivant ce récit de Joël Zoundi. Des hommes armés ont ouvert le feu sur une base de la mission militaire de l'Union européenne de la capitale malienne lundi en début de soirée. 4 assaillants ont mené l'attaque. L'un d'entre eux a été neutralisé, les autres en fuite. Des tirs, suivis d'échanges d'armes automatiques, avaient éclaté en début de soirée du lundi dans ce quartier huppé de la capitale malienne. L'assaut n'aura duré qu'1 heure. Il est intervenu vers 19h30 heure locale lorsque 4 individus armés tentent de forcer le barrage de l'entrée de l'hôtel Nord-Sud. Ce bâtiment sert de base militaire aux formateurs des forces européennes qui entraînent l'armée malienne. 3 individus sont en fuite et activement recherchés. Les forces militaires, la MINUSMA et de la police brigade anticriminelle ont mené l'assaut. C'est la 3e fois que la capitale malienne est visée par une attaque. L'hôtel Radisson Blu avait été la cible d'un attentat meurtrier qui avait causé la mort de 22 personnes le 20 novembre dernier. L'attentat avait été revendiqué par Al-Mourabitoun. Il y a 1 an, le restaurant La Terrasse avait également été pris pour cible par des terroristes. L'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier et bien d'autres avant a mis une nouvelle fois un acte terroriste en Afrique de l'Ouest. En effet, on apprend sur les sites d'information spécialisés dans la lutte contre le terrorisme que l'attaque de l'hôtel Azalai Nord-Sud de Bamako a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Parlons des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Les autorités annoncent l'arrestation de 15 personnes en lien avec les attaques. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le procureur Richard Adou. Le coordinateur présumé de l'assaut est toujours recherché. Cap à présent sur Bruxelles, où le bilan des attaques s'est alourdi. Environ une trentaine de personnes sont mortes et une centaine d'autres blessées. Le Premier ministre belge Richard Michel dénonce des attentats aveugles, violents et lâches. Un deuil national de 3 jours a été décrété. 2 explosions ont secoué l'aéroport de Bruxelles ce matin. Une autre déflagration s'est produite dans une station de métro proche de l'Institut européen. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.